Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière session de formation organisée par LexisNexis en partenariat avec Econ Juris dans le cadre de la deuxième édition du Casa Business Law Forum. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Achille Gwanza, associé Juris Africa et membre de la Cour internationale de la CCI, qui va nous présenter l'exécution des sentences arbitrales en Afrique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, auxquelles nous y répondrons à la fin de la session. Merci à tous pour votre participation et je passe maintenant la parole à Achille Gwanza. Merci Salma. Tout d'abord, je vais sacrifier à l'usage en remerciant LexisNexis de m'avoir fait l'amitié de leur invitation une fois de plus. C'est toujours un plaisir. C'est dommage que la crise sanitaire nous empêche de nous retrouver au Maroc et de savourer les délices de ce pays dont la cuisine est si bien connue. Alors, le sujet qu'il m'est choix de présenter aujourd'hui est l'exécution des sentences arbitrales en Afrique. D'emblée, il me paraît nécessaire de faire quelques précisions, car lorsqu'on dit l'Afrique, le continent est tellement large, avec des réalités géographiques différentes, ce qui fait que je ne saurais traiter en une heure l'exécution des sentences arbitrales dans toute l'Afrique. Pour cette raison, je vais uniquement m'appesantir sur l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA. Ce choix est commandé par le fait que, à plusieurs égards, l'espace OHADA d'abord regroupe 17 pays sur 54 en Afrique, ce qui veut dire à peu près le tiers. Mais en plus, si on intègre également la dimension géographique, l'espace OHADA est proche du Maroc où se déroule ce Business Forum de Casablanca et les investissements marocains sont massivement aujourd'hui développés dans l'espace OHADA. En conséquence, il y a donc matière à prendre cet espace comme cadre d'analyse de l'exécution des sentences en tenant compte du fait que dans l'hypothèse d'un contentieux entre un investisseur marocain et un autre investisseur, qu'il soit marocain ou non dans l'espace OHADA, la sentence pourrait avoir à s'y exécuter. Passé ces précisions, que nous dit le sujet? A priori, quand on parle de l'exécution des sentences arbitrales, on a deux approches. Il y a une approche large qui consiste à inclure la reconnaissance de la sentence arbitrale, à savoir son exéquatur, et l'exécution proprement parlée. Et puis, il y a une conception stricte qui consiste à se limiter uniquement à l'exécution proprement parlée. Étant donné que l'exéquatur des sentences soulève de nombreuses questions, il m'est apparu d'adopter la première approche, à savoir, dans un premier temps, m'appesantir sur le régime de l'exéquatur, ensuite évoquer l'exécution des sentences à proprement parler. S'agissant du régime de l'exéquatur, d'entrée de jeu, l'analyste est frappé par la pluralité des textes. Car en réalité, si l'on peut penser que le droit, le régime de l'arbitrage dans l'espace OHADA, il a aussi ouvert la porte à un pluralisme juridique en ajoutant un texte à ceux qui existaient déjà, sans oublier que certaines conventions lui ont succédé. Très concrètement, je vais me limiter aux sentences qui se relèvent du régime de l'acte uniforme sur l'arbitrage, puisque Thierry Loriol, dans l'atelier précédent, vous a entretenu sur l'arbitrage CCGA. La première chose qu'il faut noter, c'est que lorsque vous avez une sentence arbitrale que vous voulez exéquaturer dans l'espace OHADA, elle peut être régie soit par une convention internationale, soit par l'acte uniforme OHADA lui-même. Quel est l'intérêt de faire cette distinction? Eh bien, c'est que ces sentences, d'abord, disons, ces textes plutôt, ont des régimes distincts. Vous avez des régimes qui sont plus ou moins voisins, à savoir l'acte uniforme et certaines conventions, et d'autres qui le sont moins. Alors, il importe de signaler que, conscient de cette situation, le législateur OHADA a lui-même élaboré une règle de conflit par l'article 34 de l'acte uniforme. Cet article indique que les sentences arbitrales sont reconnues d'après les conventions internationales, excepté la situation où il s'agit d'une sentence rendue dans l'espace OHADA et dont la loi
applicable à la procédure était l'acte uniforme lui-même, ou enfin, troisième catégorie, les sentences qui ne sont couvertes par aucune convention internationale, mais qui n'ont pas été rendues dans l'espace OHADA, ou alors qui n'ont pas été rendues dans l'espace OHADA sur la base de l'acte uniforme. Ce faisant, on peut donc considérer que l'article 34 de l'acte uniforme pose une règle d'effacement de l'acte uniforme au profit des conventions internationales. Pour autant, la question n'est pas résolue, car par convention internationale, il n'y a pas forcément uniformité. Il faut d'abord relever que les conventions internationales varient. Il peut s'agir d'une convention multilatérale ou d'une convention bilatérale. Si l'on s'en tient à l'espace OHADA, il y a la convention de Tananarive, qui est une convention de coopération judiciaire multilatérale. Vous avez la convention CEMAC, qui est une convention multilatérale de coopération judiciaire entre les États membres de la CEMAC, c'est-à-dire ceux de l'Afrique centrale, soit le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et puis, vous avez les conventions bilatérales conclues entre généralement la France et ses anciennes colonies, ou tout au moins les pays qui étaient sous son influence coloniale, tels que le Cameroun et le Togo. Alors, cette diversité de conventions n'est pas cosmétique. Elle porte un véritable enjeu. En effet, la première chose qu'on remarque, c'est que vous avez une catégorie de conventions qu'on traitera de libérales et des conventions qui sont plutôt strictes. Les conventions libérales sont celles qui ne vont pas assimiler le régime de l'exéquatur des sentences à celui des jugements étrangers. À cet égard, on citera la Convention de New York, d'abord, qui, si on peut l'appeler ainsi, est entre guillemets le droit commun des conventions internationales, de l'exéquatur en matière d'arbitrage international. Ensuite, vous avez des conventions de coopération judiciaire bilatérales qui, lorsque il s'agit de l'exéquatur des sentences, renvoient à la Convention de New York. C'est le cas des conventions signées entre le Bénin et la France, le Burkina et la France, la Centrafrique et la France, la Côte d'Ivoire et la France, le Sénégal et la France, le Tchad et la France. Donc, pour toutes ces catégories de conventions, dès lors qu'il s'agira d'exéquatur d'une sentence, on va se référer à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Ensuite, vous avez toute une série de conventions, aussi bien multilatérales que bilatérales, qui procèdent à cette assimilation. S'agissant de la convention multilatérale, c'est la convention de coopération judiciaire conclue dans le cadre de la CEMAC en 2004. Cette convention dispose que le régime des sentences arbitrales s'opère sous celui des jugements et des décisions étatiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le point majeur qui fait en sorte qu'on considère ces conventions comme étant strictes vient du fait que, sur la base de la convention CEMAC, une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'exéquatur que si tous les recours contre elle sont épuisés. Or, une telle condition n'est pas posée par la Convention de New York et par ricochet par les conventions qui y renvoient, que je viens de citer. Et parmi les conventions bilatérales qui ne renvoient pas à la Convention de New York, vous avez l'accord de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun, entre le Gabon et la France, entre le Mali et la France, et entre le Niger et la France. En conséquence, vous n'avez pas, lorsque vous devez mobiliser un juge étatique pour obtenir l'exéquatur d'une sentence arbitrale, si vous êtes dans l'un de ces quatre derniers pays, il faut automatiquement, si le régime, la convention, la sentence est régie par ces conventions, il faut automatiquement que la sentence ne puisse plus faire l'objet d'un recours en annulation. Et c'est là, ça posera un problème que nous allons évoquer tout à l'heure, à savoir celui des sentences annulées au siège dans le cadre du droit OHADA, si cette possibilité est reconnue, comme c'est le cas en droit français.
Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que l'enjeu de la détermination de la Convention n'est donc pas cosmétique, c'est un enjeu de fond. Le régime juridique régissant la sentence va être déterminé par le choix d'une convention. Vous avez quelques pays comme le Congo, le Togo, qui n'ont que des conventions bilatérales parce que n'étant pas signataires de la Convention de New York. Et puis, vous avez un pays comme la Guinée qui n'a signé que la Convention de New York, dont le problème se pose moins. Pour les États comme les Comores, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le problème ne se pose pas puisque ces pays n'ont signé aucune de ces conventions, excepté la Convention de Tananarive pour la Guinée équatoriale et qui renvoie à la Convention de New York. Quand on a brossé cet aréopage de conventions, la première question qu'on va donc devoir se poser, si l'on s'en tient à l'article 34 que j'ai évoqué tout à l'heure, qui pour mémoire vous indique que les sentences sont reconnues d'après les conventions internationales, excepté si une double condition est remplie. Le siège de la procédure était dans l'espace OHADA et la sentence a été rendue d'après l'acte uniforme. Restons d'abord sur l'hypothèse où la sentence relève d'une convention internationale. Mais il peut arriver qu'il y ait un conflit de loi entre une convention libérale telle que la Convention de New York et une convention moins libérale telle que la Convention CEMAC ou l'accord de coopération camerouno-judiciaire. Hypothèse d'école. Vous avez une sentence arbitrale qui est rendue au Gabon, mais pas sous le régime de l'acte uniforme. Vous venez l'exéquaturer au Cameroun, vous aurez deux possibilités. Aussi bien la Convention de New York ou la Convention de coopération judiciaire de la CEMAC. Est-ce que le juge va retenir la Convention de New York et donc faire l'impasse sur le fait que la sentence peut encore faire l'objet d'un recours en annulation ou il y a un recours pendant, ou alors on va tomber sur le régime de la Convention de coopération judiciaire CEMAC qui, elle, impose l'épuisement des voies de recours. Vous comprenez qu'à partir de cette question, l'efficacité de la sentence est en jeu car la rapidité requise par les utilisateurs de l'arbitrage peut être neutralisée par une convention qui postule l'épuisement des voies de recours. Une situation similaire s'est déjà posée lorsqu'il s'agissait de reconnaître une sentence qui avait été rendue en France et qui devait être exéquaturée en Côte d'Ivoire. En l'espèce, les juges ont privilégié la Convention de coopération judiciaire franco-ivoirienne, mais puisque celle-ci renvoyait à la Convention de New York, ils ont donc appliqué la Convention de New York. Dans l'affaire CIMAT, le TGI de Ouagadougou a adopté la même approche. Mais si on considère que l'approche de ces juges est juste, cela veut dire que lorsque une sentence devra faire l'objet d'exéquature dans un pays comme le Cameroun, le Gabon, le Mali ou le Niger, c'est la Convention de coopération judiciaire qui devrait primer. Or, cette Convention de coopération judiciaire qui est bilatérale pour ces quatre pays ne prévoit pas le régime libéral de la Convention de New York, donc on devra recourir à un système plus compliqué. Maintenant, qu'a dit la CCJA lorsqu'elle était confrontée dans ces situations? La CCJA a rendu deux arrêts en la matière. Le premier, elle a rendu dans l'affaire Société Vodacom. En l'espèce, une sentence avait été rendue hors de l'espace OHADA et les juges congolais ont choisi de ne pas appliquer la Convention de New York, mais plutôt l'acte uniforme sur l'arbitrage. La CCJA casse cette décision à bon droit en rappelant la primauté affirmée par l'article 34. Mais dans une affaire JO10 camerounaise, la position de la CCJA est quelque peu douteuse. Elle a affirmé d'emblée la priorité de la Convention de New York sans expliquer exactement pourquoi une telle priorité s'imposait. Si l'on peut se réjouir que la CCJA soit favorable aux textes les plus souples en matière de reconnaissance,
l'on devrait quand même s'interroger sur la motivation. Le second point à regarder, cette fois-là, au-delà des considérations, des critères, c'est la procédure. À la faveur de la réforme intervenue le 23 novembre 2017, le législateur OHADA a de manière originale assoupli considérablement la procédure d'exéquatur. Tout d'abord, il a commencé par indiquer que la procédure d'exéquatur ne peut excéder 15 jours. Le juge étatique saisi dispose de 15 jours pour se prononcer. Passé ces 15 jours, l'exéquatur est réputé accordé et il n'y a plus qu'à demander l'apposition de la formule exécutoire au greffier de la dite juridiction. Bien évidemment, pour être totalement logique, le législateur OHADA a prévu que cette procédure est non contradictoire. On imagine bien que pour que le juge puisse se prononcer en 15 jours, cela postule que la procédure soit rapide et donc évite les débats contradictoires. Au-delà de ces éléments, le législateur OHADA a réitéré la solution qu'il avait déjà énoncée en 1999 en indiquant qu'il n'y a pas de recours contre la décision qui ordonne l'exéquatur. Tout au plus, la décision ordonnant l'exéquatur peut être attaquée par la voie du recours en annulation. C'est l'article 32 de l'acte uniforme qui l'indique. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous voulez contester une décision accordant l'exéquatur, vous devez engager un recours en annulation. Toute la question que cette disposition pose et qui reste encore pendante et qui sera peut-être résolue dans le cadre de l'acte uniforme sur le droit international privé et la coopération judiciaire dans l'espace OHADA qui est en cours de préparation, c'est de savoir, lorsque par exemple une sentence a été rendue à Dakar et que la demande d'exéquatur est plutôt faite à Kinshasa, puisque c'est devant le juge de l'annulation qu'on va demander l'annulation, la suspension, l'annulation de l'exéquatur, est-ce que le juge sénégalais de Dakar qui annule une sentence, sa décision va s'imposer automatiquement au juge congolais qui avait prononcé l'exéquatur? Quels sont les délais prévus? Selon quelles modalités? Pour l'instant, en l'absence d'un texte uniforme, un texte de droit OHADA, il faut s'en remettre à la bienveillance dans la coopération judiciaire, ce qui ouvre la porte à une fantastique insécurité juridique. Mais au-delà de cette question, quels sont aujourd'hui les critères qu'on retrouve dans l'acte uniforme lorsque celui-ci doit s'appliquer pour l'exéquatur d'une sentence? A priori, c'est à peu près les mêmes critères qu'en droit français. Il faut simplement produire l'original de la sentence ou alors le texte traduit par un traducteur assermenté et l'original, la convention d'arbitrage. Et il faut également que la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public international. Sur ce point, la définition de l'ordre public international de doctrine majoritaire, l'on a souvent considéré que dans l'espace OHADA, l'ordre public international n'est pas l'ordre public du fort, mais l'ordre public en tant que dénominateur commun, ce qui soulève un autre enjeu par rapport à la loi applicable. Selon que vous allez avoir le droit OHADA, ce sera l'ordre public de l'ensemble des États. Donc, il faut que la règle impérative évoquée soit reconnue par les 17 États membres de l'OHADA. Si c'est la Convention de New York, ce ne sera que l'ordre public du fort et ce qui permet d'avoir un champ de règles impératives plus large. Il appartient donc à celui qui va demander l'exéquatur d'une sentence de faire preuve d'une particulière vigilance, sachant que, autre élément de distinction encore, si vous engagez une demande d'exéquatur sur le fondement de l'acte uniforme sur l'arbitrage, en cassation, c'est la CCJA. Si c'est la Convention de New York, en cassation, c'est la Cour suprême nationale. Quoi qu'il en soit, à supposer que, après tous ces éléments, vous avez réussi à identifier la bonne loi, vous avez réussi à obtenir l'exéquatur de votre sentence, il vous faut passer maintenant à l'exécution proprement dite de la décision. Et c'est là que de nouvelles difficultés s'ouvrent. En effet, sinon on a pu saluer le libéralisme du législateur OHADA en matière d'arbitrage, s'agissant de l'exécution,
on a été obligé d'abord de s'interroger sur le caractère absolu de l'immunité d'exécution et puis sur la problématique de l'exécution provisoire des sentences dans l'espace Ouada. Sur le caractère absolu de l'immunité d'exécution, l'on rappellera d'abord que l'acte uniforme sur les voies d'exécution, plus précisément sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, a accordé une immunité d'exécution à toutes les personnes publiques. Cette règle consacrée par l'article 30 de l'acte uniforme a été réitérée par la CCJA dans son arrêt Togo Télécom. Mais plus tard, tempérant sa jurisprudence, la CCJA a limité les bénéficiaires de cette immunité d'exécution. Il s'agit dorénavant uniquement des personnes totalement publiques. Les sociétés d'économie mixte n'en sont pas bénéficiaires. Par conséquent, si vous avez une sentence arbitrale contre une société d'économie mixte, comme on en trouve beaucoup dans les pays de l'espace Ouada, vous pouvez mobiliser les voies d'exécution forcée prévues par l'acte uniforme s'y rapportant. Évidemment, le législateur Ouada a cru bien faire les choses en essayant de prévoir néanmoins, dans la mesure du possible, un tempérament à l'immunité d'exécution, à savoir la compensation entre les dettes. Mais là encore, il faudrait compter sur la bienveillance des autorités étatiques, bienveillance qui n'est pas toujours garantie, mais également sur l'existence de dettes réciproques. Or, là, ce n'est pas certain. Mais bien plus important, c'est la question de la renonciation à l'immunité d'exécution. Jusqu'à présent, le législateur Ouada n'a rien dit sur la question. La jurisprudence Ouada ne renseigne pas non plus de manière claire sur l'immunité d'exécution. Alors, la question se pose. Un État peut-il renoncer à l'immunité d'exécution prévue par le droit Ouada? En l'absence d'une disposition claire, on peut esquisser un raisonnement de manière théologique. Alors, on notera d'abord que le législateur Ouada, dans l'acte uniforme sur l'arbitrage, a prévu l'interdiction de se contredire. C'est-à-dire, l'article 14, alinéa 13 aujourd'hui, alinéa 8 dans la version de 99, prévoit que lorsque une partie a connaissance d'un vice entachant la régularité de la procédure, si elle ne l'invoque pas durant la procédure arbitrale, elle ne pourra pas à nouveau s'en prévaloir. Alors, encore une fois, dans l'article 2, alinéa 2, le législateur Ouada, dans un raisonnement voisin de l'acte uniforme, article 2, alinéa 2, prévoit qu'un État ne peut pas se prévaloir de sa propre législation pour contester la validité d'une convention d'arbitrage. Si l'on s'en tient au raisonnement sous-jacent à ces règles, l'on est amené à penser que le législateur Ouada n'est pas favorable au comportement des États qui, après avoir donné une parole, y reviennent. Pour autant, ce n'est qu'un raisonnement qui n'a pas encore été réellement confirmé par une jurisprudence de la CCJA. Tout au plus, on notera que le tribunal de commerce de Brazzaville, dans l'affaire Cominsipex, avait admis la possibilité d'une renonciation à l'exécution. Mais tout de suite, on doit tempérer l'enthousiasme par rapport aux propos dans la mesure où les articles 14 et 15 du traité Ouada prévoient que seules les décisions de la CCJA font autorité jurisprudentielle vis-à-vis de toutes les autres décisions. Donc, même si on trouve une marque d'espoir dans l'affaire Cominsipex, on ne peut pas considérer qu'il s'agit là d'une jurisprudence ferme qui s'impose à toutes les juridictions de l'espace Ouada. Donc la question de la renonciation aux immunités d'exécution reste posée. Néanmoins, petite digression en matière de sûreté, le justiciable prudent, dans le cadre de la rédaction d'un contrat, en l'absence d'une consécration claire de la renonciation à l'immunité d'exécution, peut plutôt aujourd'hui conclure un pacte commissoire dans le cadre d'une sûreté fournie par un État
dans une, dans une convention. Le pacte commissoire lui permettra simplement de récupérer la propriété du bien donné par l'État sans avoir besoin de mobiliser les mesures d'exécution forcée ou encore les mesures d'attribution juridictionnelle du bien appartenant à l'État. Toute proportion gardée, le pacte commissoire, même s'il peut être efficace, n'empêche pas que on pousse le débat sur la question de la renonciation d'une unité d'exécution, sachant d'ailleurs que la Convention des Nations Unies s'y rapportant a prévu cette possibilité. Et évidemment, on me rétorquera tout de suite que cette convention n'est justement pas encore entrée en vigueur parce que peu d'États l'ont ratifiée. Donc, il faut rester prudent. Au-delà de la question de la renonciation aux immunités d'exécution, se pose toute une autre question, celle de l'exécution provisoire. Pour mémoire, en droit OHADA, le recours en annulation a un effet suspensif sur l'exécution. Alors, pour obtenir l'exécution provisoire d'une sentence, ou même contourner tout simplement tout recours dilatoire, il y a deux possibilités. La première consiste à conclure, dans le cadre de la convention d'arbitrage, une renonciation au recours en annulation, et la seconde, à solliciter l'exécution provisoire auprès des arbitres qui assortiraient la décision de la possibilité d'exécuter immédiatement la sentence arbitrale. Arrêtons-nous d'abord sur la renonciation au recours en annulation. Il convient de dire que dans la version initiale des textes, OHADA, donc datant de 1999, seul le règlement CCJA offrait une telle possibilité aux parties. Soucieux d'harmoniser le régime de l'arbitrage OHADA entre acte uniforme et règlement d'arbitrage CCJA, le législateur OHADA a prévu dorénavant, également dans le cadre de l'acte uniforme, la renonciation au recours en annulation. Dorénavant, les parties peuvent y renoncer, mais il ne faudrait pas que la sentence soit contraire à l'ordre public international. Pour pertinente que soit cette référence à l'ordre public international qui consisterait à empêcher qu'on annule une sentence violant l'ordre public international, il y a quand même matière à s'interroger sur les recours dilatoires. C'est-à-dire, lorsque une partie a conclu une convention d'arbitrage et qu'elle a inséré une convention, elle a inséré une renonciation à la convention d'arbitrage, que se passera-t-il si, malgré cette renonciation, la partie succombante décide d'attaquer la sentence sur le terrain de la violation de l'ordre public international? A priori, si on s'en tient à la lettre du texte, un tel recours devrait être recevable. La CCJA ne s'étant pas encore prononcée sur la question, difficile d'exprimer une position ferme, mais le débat reste entier. Ensuite, s'agissant de l'exécution provisoire. Mais avant l'exécution provisoire, il convient de dire que le législateur OHADA n'a pas été aussi prudent que le législateur français qui, lui, a demandé que pour qu'on reconnaisse l'existence d'une renonciation au recours en annulation, il faut un accord spécial. Or, en droit OHADA, cette condition n'a pas été posée. Pourtant, certains règlements d'arbitrage, notamment celui de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, contiennent une disposition selon laquelle les parties, en choisissant ce règlement, ont renoncé à faire quelques recours contre la convention, contre la sentence qui pourrait être rendue. Est-ce à dire que la disposition du règlement se suffit en elle-même? Difficile de répondre positivement à cette question quand on analyse la jurisprudence CCJA. De manière constante, la CCJA a toujours exigé la preuve du consentement à la renonciation au recours en annulation. Ce n'est que dans une seule affaire qu'elle a admis que les parties avaient renoncé parce que la convention d'arbitrage le disait expressément. Lorsque les parties ont par exemple utilisé des formules comme sentence définitive, la CCJA a considéré qu'il s'agissait d'une simple réitération de l'autorité, la chose jugée
des sentences. S'agissant maintenant de l'exécution provisoire, aussi longtemps que les arbitres peuvent l'accorder, l'on sait que, comme toute décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, une partie peut exécuter des défenses à exécution. Alors, si une partie fait des défenses à exécution, sur quels critères le juge étatique peut suspendre l'exécution d'une sentence? En droit français, le législateur a réglé la question de manière claire en indiquant que l'exécution provisoire ne peut être suspendue que lorsque, si elle est maintenue, un préjudice irréversible pourrait être causé. Or, en droit OHADA, un tel critère n'est pas prévu. On dit simplement que l'exécution provisoire, d'après l'article 32 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution, peut être exercée au risque et péril du créancier. Faisant application de cette situation, la Cour d'appel de Douala au Cameroun, en l'espace de 2 mois, a rendu des décisions contradictoires alors que le même problème se posait. En l'espèce, chacune des sentences rendues faisait l'objet d'un recours en annulation. Et sur chacune d'elles, d'ailleurs, sentences qui ont été annulées par la Cour d'appel de Douala ultérieurement, même si la CCJ a cassé l'une des annulations. Toujours est-il que, dans un cas, la Cour d'appel de Douala a dit qu'elle suspend l'exécution provisoire parce qu'il y avait un sérieux doute sur la validité de la sentence. Dans l'autre cas, elle a dit que l'exécution provisoire pouvait être poursuivie parce que de toutes les manières, elle est faite au risque et péril du créancier. Donc, le titre exécuté par provision n'avait pas à être examiné quant à sa validité. Quand on a présenté cette situation, on a évalué cet aréopage, on est obligé de dire que l'exécution d'une sentence n'est pas forcément la situation la plus idyllique, car entre la suspension du recours et la possibilité de contourner la renonciation au recours en annulation, il y a quand même des marges pour un justiciable de mauvaise foi. L'on peut espérer que la CCJA, dans sa mission régulatrice de l'application du droit OHADA, comme elle l'a fait en plusieurs occasions, saura apporter une jurisprudence digne de foi pour tempérer les ardeurs des plaideurs tentés de paralyser la justice arbitrale et par ricochet l'exécution des sentences, mais qui plus est, elle va clarifier la problématique des défenses à exécution, sachant que dans le cadre de la réforme de l'acte uniforme sur les voies d'exécution, sur lesquelles les réflexions sont déjà entamées, on espère que cette question sera soumise à l'analyse du législateur et qu'il va avoir la délicatesse de dégager enfin des critères précis, comme l'a fait son homologue français. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière synthétique sur l'exécution des sentences en Afrique, le cas de l'espace OHADA. Je me tiens à votre aimable disposition. Merci, Monsieur Gwanza, pour cette présentation. Nous avons effectivement quelques questions. Un de nos participants a exposé brièvement un cas d'espèce qui concerne une sentence qui a été rendue à Casablanca, où il y a eu une obtention d'exéquatur, mais une impossibilité donc de cette exéquatur de cette sentence et le règlement des honoraires par la partie ayant son siège aux îles Caïmans. Donc, quelle est la solution adaptée à ce cas? Alors, la sentence a été exéquaturée où? Elle a été exéquaturée à Casablanca. Donc, il y a eu une obtention de l'exéquatur, mais donc une impossibilité d'exécuter cette sentence pour faute de règlement des honoraires par la partie qui a son siège aux îles Caïmans. Alors, la question est un peu imprécise parce que je ne comprends pas très bien le lien entre le règlement des honoraires et l'exécution de la sentence. Néanmoins, je vais esquisser une réponse. Tout d'abord, il faut savoir que quand on est dans le cadre d'un arbitrage international, le Conseil est vigilant, parallèlement
au lancement de la procédure d'arbitrage, cherche toujours où se trouvent concrètement les actifs de la partie qu'elle attaque. Ça veut dire que, à défaut de pouvoir, par exemple, exécuter la sentence au Maroc, parce que la partie succombante est aux îles Caïmans, il faut voir si c'est une partie qui a des investissements dans divers pays étrangers. Si cette partie a des investissements dans divers pays étrangers, tels que la France, les États-Unis ou autres, on peut aller exéquaturer cette sentence dans un de ces pays-là et donc faire les mesures d'exécution sur le patrimoine domicilié dans ce pays. Parce qu'il faudrait bien comprendre que, évidemment, quand on a des plaideurs qui ne sont pas sérieux, en cours d'arbitrage, s'ils sentent bien que la décision leur sera défavorable, ils organisent leur insolvabilité et l'autre moyen d'anticiper l'organisation de cette insolvabilité, c'est de demander au tribunal arbitral ou au juge étatique, selon le droit de là où se trouvent les actifs et la loi applicable à la procédure, des mesures provisoires et conservatoires qui permettent de figer les actifs. Bon, là, dans le cas, la question qui est posée, on est déjà en aval du processus. Donc, on suppose que des mesures provisoires et conservatoires n'ont pas été faites. La chose à faire aujourd'hui, c'est identifier dans quel état cette société qui a son siège aux îles Caïmans a également des activités. Et sur le patrimoine de ces sociétés dans ces états-là, autre que le Maroc, faire exéquaturer la sentence et engager le processus de saisie des actifs pour exécuter la décision rendue par les arbitres. D'accord, très bien. Nous avons une deuxième question. Je cite, pour l'arbitrage, M. Lauriel a soulevé l'existence de procédures longues, de complexité, de lourdeur et d'une absence d'homogénéité de la jurisprudence. En matière d'exécution de la sentence arbitrale, vous relevez que celle-ci semble dépendre du régime juridique des conventions internationales ou conventions multibilatérales. En outre, la sentence peut paraître parfois excessive. In fine, outre la confidentialité, qu'est-ce qui motive le recours à l'arbitrage? Alors, aussi longtemps que l'arbitrage, ce n'est pas le paradis sur Terre, puisque le paradis, on nous explique dans nos cercles religieux qu'il est au ciel, l'arbitrage présente quand même un certain nombre de vertus. D'abord, il faut rappeler que toutes les procédures ne se heurtent pas à ces complexités. Et deuxièmement, quelle est la raison de choisir l'arbitrage? Moi, je vous prendrai l'exemple de l'espace Ouada. Lorsque vous avez un litige aujourd'hui, si vous saisissez le juge étatique, vous devez faire la première instance, l'appel et enfin la CCJA. En supposant qu'on ne traîne pas trop, 1 an d'instant en première instance, 1 an d'appel, 1 an CCJA, ça vous fait 3 ans. Lorsque vous avez une procédure arbitrale, aujourd'hui en moyenne, elle dure 1 an, voire 1 an et demi. Dans le cadre du recours en annulation, vous avez 9 mois. Si c'est une sentence CCJA, c'est 6 mois. Si c'est une sentence qui n'est pas CCJA, mais dont le recours en annulation est porté devant un judiciaire étatique, ça ne peut pas excéder 9 mois et demi. C'est-à-dire 3 mois pour le juge qui a le juge national. Si passé ces 3 mois, il n'a pas rendu sa décision, la partie diligente dispose de 15 jours pour saisir la CCJA qui tranche en 6 mois. Ce qui vous fait 9 mois et demi, ça fait 1 an, moins de 2 ans. Vous avez déjà 1 an de plus, ou tout au moins, dans le cadre du contentieux judiciaire. Mais mieux, l'exéquature des décisions étatiques est bien plus compliquée que l'exéquature d'une sentence arbitrale. Si vous avez une sentence arbitrale qui est couverte par la Convention de New York, il suffit simplement de prendre la carte du monde et de regarder combien de pays l'ont signé. Dans l'hypothèse que vous m'avez, de la question qui a été évoquée tout à l'heure, des îles Caïmans, mais vous avez, sur la base de la Convention de New York, une kyrielle de pays qui vous est offerte pour pouvoir exécuter cette sentence. Mais si vous avez une décision de justice étatique, si vous n'avez pas un accord de coopération judiciaire, accords qui ne sont pas les plus nombreux au monde, avec le pays où se trouvent les actifs, la décision va être exéquaturée d'après le droit interne de ce pays. Or,
Vous vous rappelez que je vous ai dit que même dans le cadre des conventions bilatérales de coopération judiciaire, il faut déjà respecter la voie de l'épuisement des voies de recours, mais en plus, l'ordre public international en matière de décision de justice étatique, si l'on s'en tient à un pays comme la France ou la Suisse ou même l'espace OADA, est beaucoup plus rigoureux qu'en matière de sentence. Je vous donne un exemple simple. L'article 2 de l'acte uniforme qui vous prévoit qu'un État ne peut pas se prévaloir de son droit interne pour contester une convention d'arbitrage qu'il a conclue. Donc, il ne pourra pas obtenir l'annulation des sentences au fondement. Si vous partez devant la justice étatique, ben, ce ne sont pas les mêmes règles en termes de souplesse. Vous n'allez pas avoir la même souplesse puisqu'elle ne rige pas cette règle. On va appliquer de manière stricte le droit interne. Or, l'une des plus grosses difficultés d'exécuter les sentences arbitrales, c'est lorsqu'elle est rendue contre une partie étatique, qu'il s'agit de l'État lui-même ou une de ses émanations. C'est pour cette raison que l'arbitrage aujourd'hui reste, si je puis dire les choses ainsi, le meilleur risque. Merci, Monsieur Gwanza, pour ces éléments de réponse. Donc, je vous propose il n'y a plus de questions à présent, donc je vous propose de clôturer cette session de formation. Merci à vous pour cet atelier très riche. Merci à tous d'avoir participé à cette formation et je vous souhaite un très bon après-midi. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à ce Casablanca Business Forum. Malheureusement, à distance, on n'a pas les mêmes saveurs que la chaleur humaine. On espère que la crise sanitaire va être derrière nous pour l'année prochaine. On l'espère aussi. Merci beaucoup. C'est moi.